Bien, écoutez, mesdames et messieurs, merci à M. Daniel Cohen, qui est directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur le professeur, on a souhaité évidemment vous entendre pour disposer de votre lecture économique que tout le monde sait acérée sur cette question qui aujourd'hui fait débat. C'est un nouveau débat d'ailleurs qui s'ouvre, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais c'est devenu un débat d'actualité sur l'allocation universelle en France. Pour ses promoteurs, le revenu de base n'est pas une réforme simplement technique, dont l'ambition serait seulement de simplifier le paysage des minima sociaux. C'est quand même c'est une vision qui est quand même recevable, bien sûr, mais pour le moment, on la dépasse. C'est souvent présenté comme une réponse à une mutation profonde de la société, notamment avec la révolution numérique, avec la remise en cause sans doute de centaines de milliers, voire de millions d'emplois, mais aussi, disons, un changement profond avec l'irruption de nouveaux vecteurs de création de richesse, hors de l'entreprise en particulier. Donc, le revenu de base serait alors donc un moyen de rétribuer une création de valeur que le marché serait incapable de rémunérer. Alors, compte tenu de vos travaux, en particulier sur la mutation de nos sociétés, et sous l'effet du numérique, comme je viens de dire, nous souhaiterions donc que vous nous éclairiez en nous dressant un panorama des mutations auxquelles nous sommes confrontés, des difficultés qu'elles font naître, et puis donc au regard notamment de notre relation actuelle au travail, parce que c'est ça aussi qui est au cœur, on l'a vu au cours d'un certain nombre d'auditions. Dans ce contexte, selon vous, le revenu de base peut-il être une sorte de recours, étant entendu bien sûr que cette notion recouvre des modalités différentes, mais qui traversent ce que nous avons constaté, toutes, je dirais, les tendances, les sensibilités de la société, qu'elles soient de droite ou de gauche. Donc, on va vous laisser la parole, mais peut-être notre rapporteur a-t-il un mot à ajouter, une question à poser? Non. Bon, non, alors, non. Je vais écouter. On va écouter donc Monsieur le professeur. Bien, merci de votre invitation. Bon, alors, comme vous le savez, puisque vous m'avez invité, je ne suis ni un expert en fiscalité, ni un expert de la lutte contre la pauvreté. Je suis fondamentalement un macroéconomiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voit les choses d'assez haut, au niveau de la croissance, au niveau de l'emploi. Donc c'est à ce niveau-là que je vais me situer, même si je n'esquiverai pas à la fin la question de savoir comment concrètement ces idées peuvent atterrir autour d'une proposition qui ne détruise pas l'équilibre de nos finances publiques. Alors, comme vous l'avez rappelé exactement et très bien à l'instant, l'idée d'un revenu de base, un revenu universel selon une allocation universelle selon la formule qu'on retiendra, je parlerai moi de revenu de base, n'est certainement pas nouvelle. En fait, on en trouve des traces dans l'histoire depuis au moins les débats sur l'avènement du capitalisme. Pour rester dans le domaine, on va dire, le plus récent du rapport que ça peut entretenir avec la fiscalité, l'un des protagonistes de cette affaire, c'est évidemment Milton Friedman avec son idée d'impôt négatif. Et l'un des paradoxes, en effet, vous le disiez aussi à l'instant de cette formule, c'est qu'on en trouve des protagonistes, en tout cas des gens qui soutiennent cette mesure aussi bien à droite qu'aussi bien à gauche, et exactement de manière symétrique, des opposants à cette mesure, aussi bien de droite qu'aussi bien que à gauche. Donc je disais à l'instant, Milton Friedman était un de ceux qui, avec son impôt négatif, avait un peu lancé l'idée, mais il faut savoir que James Tobin, qui est grand opposant historique dans le domaine des idées dans les années 50 et 60 de Milton Friedman, lui, était également favorable. Évidemment, l'interprétation qu'ils en donnaient était tout à fait différente. Dans l'idée de Milton Friedman, il s'agissait de créer une allocation de base qui dispenserait la société de faire d'autres efforts à destination des plus pauvres, et il accompagnait cette proposition d'un impôt fixe, constant, une flat tax au premier euro gagné, et donc toute la progressivité du système de revenus serait dans l'articulation entre cette fiscalité constante et cet impôt négatif, alors que dans l'idée de Tobin, c'est évidemment tout à fait autre chose, c'est plutôt un minimum garanti à tout le monde qui viendrait évidemment pas en substitution des autres prestations, allocations que l'État-providence donnait. Donc on voit ici évidemment toute la base du malentendu,
mais aussi les raisons pour lesquelles on peut voir converger des courants de pensée tout à fait différents autour de cette idée. Je trouve que cette ambiguïté est plutôt positive que négative, même si évidemment il faut que chacun précise ce qu'il a en tête lorsqu'il parle de cette allocation de base, de cette revenu de base. Dans les critiques aussi, on trouve exactement le même partage, avec des critiques à droite qui déplorent que derrière cette allocation universelle, au fond, on subventionnerait les inactifs, les oisifs, bref, que ce serait une prime à l'assistanat, et ça, c'est inacceptable dans une société où le travail est une valeur cardinale qui justifie la place de chacun dans la société, mais exactement de manière tout à fait symétrique, on a aussi des critiques à gauche de cette même mesure, au nom de l'argument inverse, selon lequel une mesure comme celle-là favoriserait, plutôt qu'elle ne combattrait la précarité, puisqu'elle permettrait aux employeurs, en quelque sorte, de bénéficier d'une subvention implicite au travail partiel, précaire, et donc on voit bien que les deux arguments sont en miroir l'un de l'autre. Alors, il n'y a pas du tout l'intention de rentrer dans ce débat, vous l'avez tous en tête. Je pense qu'il faut avancer à partir de ces ambiguïtés et comprendre ce qu'on veut faire en essayant, à partir de ce qu'on aura construit, de répondre à ces différentes critiques. Mais, au fond, pour dire les choses simplement, la principale critique à cette idée, elle n'est pas philosophique, elle n'est pas politique, elle est quantitative. Elle est, au fond, liée à de quoi on parle en termes d'ordre de grandeur. Si je fais un calcul un peu idiot, et justement, dans la dernière partie de ma présentation, je reviendrai sur les fondements de ce calcul, qui est en effet idiot, mais on le lit très souvent pour tout simplement rendre impossible le débat sur cette allocation de base. Si, disons, je mets ce niveau minimum à 700 € et que je multiplie par le nombre de Français, ça fait très vite des chiffres de l'ordre de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire un gros quart du PIB. Et d'ailleurs, pour les libertariens, je me souviens de mon ami Jacques Marseille qui défendait cette idée, ça tombe bien parce que 500 milliards, c'est à peu près ce qu'on dépense en matière de politique sociale en France. Donc voilà, on donne 700 €, puis après débrouillez-vous. Voilà, c'est son idée. Mais ces ordres de grandeur sont tout à fait trompeurs par rapport à ce que ça signifierait en pratique, puisque naturellement, ça viendrait non pas en plus des dispositions qui existent, mais ça viendrait comme un plancher aux dispositions qui existent actuellement. Et donc, il y a un vrai travail très important, même dans cette formule simple de calcul à faire pour comprendre ce que serait le coût net. Alors, je reviendrai sur cette question du chiffrage parce que je pense que c'est la seule façon pragmatique d'entrer dans ce débat, c'est d'avoir en tête les ordres de grandeur et de partir de propositions qui, j'espère, pourraient émerger de votre commission comme étant pratiques, réalistes et qui permettraient au débat de s'installer et de prendre peut-être plus d'ampleur dans les années qui viennent, à l'occasion évidemment d'autres débats qui seront nécessaires aussi, notamment sur la réforme de la fiscalité. Mais je viens peut-être au cœur des raisons pour lesquelles vous m'avez interrogé, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on peut dire que cette idée de l'allocation de base, du revenu de base, reprend une actualité. Alors je croisais dans le couloir Lionel Stoléru qui me disait ça revient tous les 20 ans, il y a eu le RMI, il y a eu le RSA, donc maintenant voilà, le temps est mûr pour penser à l'étape d'après, pourquoi pas. Mais ce qui est certain, c'est que le monde numérique, vous y faisiez aussi allusion, et le rapport qui avait été présenté à la ministre du Travail sur les évolutions numériques faisait aussi référence à cette question. La révolution numérique nous oblige à repenser, encore une fois, mais c'est normal, la sécurité sociale dont on veut pour le XXIe siècle, pour paraphraser le livre de Thomas Piketty. Et de fait, nous entrons dans un monde très incertain, un monde dans lequel on peut dire que la révolution industrielle, même si elle est en fait post-industrielle, du numérique, pose des questions tout à fait différentes de celles qui s'étaient posées un siècle plus tôt avec la révolution, on va dire, du tout électrique. Le tout numérique, qui est notre révolution industrielle, notre révolution technologique, n'a pas du tout les mêmes propriétés que le tout électrique. Et on sait comment mesurer cette différence. Le tout électrique, c'est la révolution qu'on appelle parfois la seconde révolution industrielle, celle de l'électricité, du moteur à explosion, etc. Elle était inclusive, c'est-à-dire que c'était une révolution qui avait plutôt vocation à réduire les inégalités et qui avait cette propriété tout à fait extraordinaire de rendre productifs les segments les moins productifs de la société, c'est-à-dire les ouvriers non qualifiés, les travailleurs à la chaîne. Toute l'ergonomie du travail, tout l'usage qu'on a fait à l'époque de l'électricité était fait pour permettre à cette main-d'œuvre non qualifiée, venue souvent d'ailleurs d'outre-mer quand il s'agissait des États-Unis, de devenir productive et de bénéficier des avantages de ce qu'on appelait le Fordisme, le Taylorisme, comme on voudra, et d'être finalement les acteurs d'une transformation du monde économique qui profite à tout le monde. C'était le propre de cette révolution numérique,
s'est fait sur fond de révolution électrique, qui s'est fait sur fond de réduction des inégalités. Le monde nouveau dans lequel nous entrons avec la révolution numérique, on va dire depuis le début des années 80 pour aller vite, est tout à fait différent. On n'a pas du tout les mêmes propriétés. Et là, les travaux de Thomas Piketty et de Emmanuel Saez montrent à quel point, si on prend ce laboratoire parfait que sont les États-Unis, mais je pense que ça serait à peu près pareil au Royaume-Uni, et ça fait le lien évidemment avec la situation politique que nous vivons avec le Brexit, nous donne à l'état pur une idée de ce que, sans contrôle, cette révolution numérique est en train de produire. Une statistique parmi plusieurs que je trouve tout à fait parlante, éclairante, c'est celle de Saez, qui démontre qu'au cours des 30 dernières années, 90% de la population américaine n'a connu zéro progression de son pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une mutation incroyable par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant, où, encore une fois, c'était bien les classes populaires et les classes moyennes qui, au même titre d'ailleurs que les autres segments de la population, participaient au premier euro, si je puis dire, de la croissance économique. 10% seulement de la population ont capté la totalité de la croissance économique, et dans ces 10%, la moitié revient au 1%. Et d'ailleurs, c'est une propriété qu'on dit fractale, parce que si je regarde cette moitié qui va au 1%, la moitié revient au 0,1%, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, 10% en quelque sorte du segment que je considère capte la moitié de la richesse à partir de ce segment de la population. C'est dire que la force d'entraînement de la révolution numérique n'a absolument rien à voir avec celle de la révolution précédente depuis 30 ans. 30 ans, c'est les 30 dernières années. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si je regardais vraiment 10 ans, les chiffres seraient encore plus effrayants. Parce que là, il y a eu une perte de pouvoir d'achat des 90%, mais c'est aussi lié à la crise, évidemment. Donc, ce sont des chiffres qui sont tout à fait inédits, dans l'histoire du capitalisme tel qu'on l'entend depuis un gros siècle et demi, disons. Et c'est ça qui nous oblige à réfléchir en profondeur à ce qui se passe. D'abord, essayer de comprendre en amont les raisons de ce manque d'inclusivité, les perspectives qui se dessinent, et ensuite les remèdes, cette nouvelle sécurité sociale dont on aurait besoin au XXIe siècle pour corriger les effets, pour l'instant très inégalitaires, de cette révolution numérique. Alors, un mot pour éclairer quand même les choses. Comment ça se fait que ça se passe comme ça ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette révolution numérique est aussi décevante ? Et là, il y a véritablement deux écoles chez les économistes, et ce débat entre les économistes, je crois tout simplement, révèle aussi l'incertitude d'où l'on est de la compréhension des mécanismes qui sont en jeu et des mécanismes à venir. Disons, pour le dire simplement, il y a une première école très optimiste qui explique, on s'associe un peu aux travaux de la croissance endogène. Un de mes collègues, Philippe Aghion, est un des protagonistes de ce camp, même s'il peut être tout à fait mesuré dans les conclusions qu'il en tirera. Mais disons, autour de ce courant de pensée sur la croissance endogène, il y a cette idée que le potentiel de croissance de nos économies est plutôt supérieur aujourd'hui qu'il n'était il y a un siècle, et qu'il n'était il y a un siècle relativement à il y a 2 siècles. Bref, que le potentiel de croissance de nos économies avancées ne cesse de progresser, mais qu'il y a bien entendu toujours un décalage dans le temps entre des innovations radicales, on va dire comme Internet par exemple, ça fait quand même déjà 20 ans, la révolution digitale qui commence peut-être avec ARPANET en 1969 ou le premier microprocesseur d'Intel en 1971, et le moment où ça se retrouve, on va dire, dans les assiettes des gens. Il y a un décalage, il y a un article très célèbre d'un historien de Stanford qui s'appelle Paul David, qui faisait l'analogie avec le moteur électrique, qui avait mis 50 ans, disait-il, entre le moment où les mécanismes avaient été maîtrisés, le moment où ça se retrouvait à proprement parler dans les foyers américains. Et voilà, si on suit d'ailleurs cette analogie, ça serait dans les années 20, du 20e et peut-être du 21e, qu'on verrait tous les bénéfices de cette révolution numérique, si elle suivait le même tempo que la révolution électrique, se manifester en termes de pouvoir d'achat. Mais de l'autre côté, il y a une école qui dit exactement l'inverse, c'est l'école de la stagnation séculaire, l'école de Larry Summers, de Robert Gordon notamment, qui est un des auteurs qui m'a beaucoup marqué et qui a écrit sur les raisons pour lesquelles en réalité le potentiel de croissance du numérique est faible, pour la raison simple que le numérique en réalité en profondeur ne révolutionne pas la société de consommation comme l'avait fait la précédente révolution industrielle. Et il invite à comparer ce qui s'était passé, on va dire, entre 1870 et 1970 et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De 1870 à 1970, on a tout simplement changé de monde. On a connu l'électricité, on a remplacé le crottin des chevaux par l'automobile et les métros, on a connu l'air conditionné, le tout à l'égout,
l'aviation, la radio, la télévision, enfin bref, on a véritablement abandonné définitivement, quitté définitivement la société quasi rurale et agraire dans laquelle on était encore, malgré l'ère industrielle, encore au XIXe siècle. Aujourd'hui, dit-il, la révolution qu'il nous propose, elle tient en un seul instrument. Il parle du point de vue des consommateurs, hein, évidemment. Enfin, pas évidemment, il parle du point de vue des consommateurs. Ça tient en un seul instrument, on l'a tous dans nos poches, ça s'appelle le smartphone, le portable, voilà. Tout ce qui s'est inventé depuis 30 ans, dit-il, se ramène à cette invention qui est déjà un taux d'équipement de 100% dans les pays avancés et qui déjà a atteint, dit-il, le point de rendement décroissant. C'est-à-dire on fait tous l'expérience que quand il y a un nouveau smartphone, ici iPhone 6, 7, 8, c'est pas un miracle, c'est plutôt un inconvénient. On se dit tiens, il va falloir télécharger nos trucs, vérifier qu'on n'a pas perdu nos données, les iPads sont déjà en train de se répéter eux-mêmes. Donc, dit-il, voilà, c'est formidable, c'est un petit boom, ça a duré 3 ans, tout le monde s'est équipé et maintenant déjà cette révolution est terminée. Voilà, en le caricaturant, le point de vue des pessimistes. Donc dans mon livre, le dernier en date s'appelle Le monde éclos et le désir infini, j'essaie de réconcilier ces deux écoles. Je pense que Gordon a tendance à sous-estimer évidemment la puissance du numérique, mais son observation selon laquelle le taux de croissance de nos économies en réalité ne cesse de décliner. Depuis 30 ans, on est passé dans un pays comme la France de 3 à 2, à 1,5, à 1, à 0,5. Bon, un petit peu rebondir avec le contre-choc pétrolier, mais enfin disons, on voit bien qu'on est sur des étiages de croissance qui semblent durablement plus bas que ceux qu'on connaissait, je ne parle même pas des 30 Glorieuses, durant les années 80. Si on pense au Japon aussi, qui était un des leaders de la révolution technologique dans les années 80 et qui a depuis une croissance moyenne inférieure à 1% par habitant, si on songe aux statistiques que je viens de citer pour les États-Unis, où 90% de la population en réalité a connu une stagnation de son pouvoir d'achat, on voit que les capacités de croissance de cette révolution ne ressemblent pas du tout aux précédentes. Alors, en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles il y a un tel hiatus, et ça me ramène maintenant à notre sujet, une interprétation que je suggère en m'inspirant des travaux des personnes qui ont analysé les mutations du marché de l'emploi, c'est que pour un très grand nombre d'emplois, et vous y faisiez aussi allusion au début, les technologies aujourd'hui ne sont pas dans un rapport de complémentarité au travail humain comme pouvaient l'être les technologies liées à l'électricité puis à l'organisation du travail à la chaîne, mais bien souvent, pas toujours évidemment, mais bien souvent dans un rapport de substituabilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La complémentarité pour un économiste, c'est comme le café et le sucre, il faut les deux pour faire un bon breuvage. La substituabilité, c'est comme le thé et le café, c'est l'un ou l'autre. Et dans un très grand nombre d'emplois aujourd'hui, le numérique tente à remplacer et non pas rendre plus productif le travail humain. Et la question qui se pose évidemment à partir de là, c'est d'abord quel est le potentiel de croissance. Alors là, bon, je ne vais pas faire la démonstration, mais elle est assez simple à comprendre. Quand vous êtes dans un rapport de complémentarité, on va dire que vous avez 10 de technologie, 10 de travail humain. La complémentarité, c'est comme les leviers chez Archimède, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Quand vous êtes dans un rapport de substituabilité, c'est 10 plus 10. Ça s'ajoute, c'est pas multiplicatif puisque vous n'utilisez pas le travail humain pour faire tourner vos machines et ça fait 20. Donc on voit, et j'illustre ça dans mon livre de manière un petit peu plus précise, pourquoi on a en fond une réconciliation entre deux points de vue qui semblent contradictoires, ceux qui annoncent une révolution technologique exceptionnelle, ceux qui n'en voient pas les conséquences, peut-être parce que en grande partie les technologies aujourd'hui tendent davantage à remplacer le travail humain, en tout cas dans une très grande gamme d'emplois aujourd'hui existants. Ça ne préjuge pas de ce qui se passera au XXIe siècle évidemment, mais ce faisant, on peut dire de manière un peu schumpeterienne que la force destructrice aujourd'hui, on ne peut pas s'engager sur le futur, est plus forte que la dimension créatrice. Et c'est la raison pour laquelle, pour un très grand nombre de gens, aujourd'hui, le numérique est davantage une menace qu'une promesse. Et on peut avancer d'un cran dans la description qui a été faite par les théoriciens du marché du travail de cette mutation. Lorsque les technologies du numérique ont commencé à apparaître dans les années 80, on a bien vu qu'il y avait une force de destruction qui était très importante, mais les économistes à l'époque ont parlé à propos de ces technologies, de technologies biaisées dans leur langage en faveur du travail qualifié et au détriment du travail non qualifié. On avait l'idée dans les années 80, ceux qui étaient là s'en souviennent, que, au fond, c'était la disparition du travail non qualifié qui allait être sanctionné par les nouvelles technologies. On pensait à ce moment-là aux interphones dans les immeubles. Voilà, les interphones vont remplacer les concierges. Les distributeurs de billets vont remplacer les personnes qui sont derrière les guichets. Voilà, c'était ça l'idée. Donc tout le travail non qualifié va être numérisé et la population qui bénéficie d'un certain niveau de qualification, de compétences, va être épargnée. Et au fond, la leçon à
ce moment-là, était assez enthousiasmante. Il fallait translater la population française, la population des pays avancés, vers un travail plus qualifié, d'où d'ailleurs les slogans de l'époque, 80% de gens au bac, c'était la réponse naturelle, logique à l'analyse théorique qu'on pouvait faire de ces nouvelles technologies. Ce qui montre que l'analyse théorique pèse quand même d'un grand poids, parce que même si ça n'est pas directement lié, on était dans cette idée-là, qu'il fallait requalifier le travail pour lui permettre d'échapper à, ça ne s'appelait pas la numérisation à l'époque, mais à l'impact des nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, le diagnostic qui est posé sur les effets destructeurs de l'emploi, du numérique sur l'emploi, ne sont pas exactement de même nature. Ça n'est plus la grille qualifiée, non qualifiée, qui est exactement celle qui est retenue, même si elle la recoupe en partie, mais en partie seulement. C'est plutôt, et là je m'appuie sur les travaux d'économistes comme David Autor notamment et ses co-auteurs au MIT, c'est plutôt l'opposition entre travail routinier et travail non routinier qui s'impose pour comprendre la logique de la numérisation de la société. Le travail routinier a vocation à être numérisé. Et je disais souvent, et au risque de me répéter d'ailleurs moi-même beaucoup, cette anecdote qu'un de mes élèves informaticiens me racontait, et qui était que chez les informaticiens, le mantra est de dire, si tu fais 2 fois de suite le même job, pense au logiciel qui le fera à ta place la 3e fois. Et ça dit vraiment ce que veut dire le travail routinier. Tout emploi qui se répète, d'ailleurs comme moi-même qui ai souvent prononcé cette même phrase, a vocation à être numérisé. On n'a pas besoin de quelqu'un pour faire plusieurs fois la même chose. Il suffit de coder ce qu'il fait et le logiciel le fera très bien à sa place. Allô, bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Il n'y a vraiment pas besoin d'une personne. Appuyez, on vit dans ce monde numérisé qui est irrespirable par certains aspects. Appuyez sur le 2, sur le 3, sur le 4, votre télévision est cassée, appuyez sur tous les boutons pour la réparer vous-même. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour vous répéter de vive voix des procédures simples. Donc le travail qui survit, c'est le travail non routinier, celui qui, justement, est réfractaire à la numérisation. Et là, on voit que, en quelque sorte, et c'est ça en tout cas ce que les statistiques disent, le travail en bas de la chaîne sociale, le travail non qualifié, n'est pas forcément menacé par la numérisation. Il y aura toujours besoin de gros bras pour porter des caisses, il y aura besoin d'assistance sociale pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas forcément les emplois les mieux rémunérés de la société, mais qui ne sont pas numérisables parce qu'il y a un besoin d'empathie, de rapport à la personne, de pouvoir monter un escalier, toutes sortes de choses que les ordinateurs, pour l'instant, ne savent pas faire. À l'inverse, symétriquement, tout en haut de la hiérarchie sociale, les gens très très qualifiés peuvent être dans un rapport de complémentarité très fort avec le numérique. Enfin, on a tous fait plus ou moins l'expérience de tout ce qu'on peut faire dans un taxi en envoyant un nombre considérable de messages, donner des instructions à beaucoup de gens. Là, pour les gens en haut de la hiérarchie sociale, le numérique est véritablement dans un rapport de complémentarité extrêmement fort. Et comme d'ailleurs disait Joe Stiglitz dans une conférence, je ne sais pas si je ne l'ai pas lu écrit, mais je trouvais que c'était tout à fait parlant, il disait le courrier électronique, c'était déjà il y a plusieurs années, c'est un mécanisme qui permet de démultiplier la productivité de celui qui envoie des messages sans augmenter du tout la productivité de celui qui les lit. Et on voit bien que plus on est haut dans l'échelle sociale, plus on envoie à un nombre important de collaborateurs des messages, et plus on est bas, plus on doit recevoir un tas d'instructions, mais il n'y a pas de technologie pour les lire à notre place. On passe beaucoup de temps avec un gradient qui est inversement proportionnel à la position qu'on occupe dans la société, à lire des messages et à traduire ces instructions. Et on voit bien, au fond, une explication simple et directe des raisons pour lesquelles aux États-Unis, c'est le haut de la distribution qui profite plus que proportionnellement à ces technologies numériques. Et selon cette analyse, c'est plutôt le milieu de la distribution qui subit les conséquences du numérique, qui fait qu'on assiste plutôt à un affaissement de la classe moyenne. Et donc, pour le dire un peu caricaturellement, il y a beaucoup d'emplois en bas, il y a beaucoup d'argent en haut, le milieu tend à s'effacer, mais le bas ne profite pas de gains de pouvoir d'achat qui pourraient correspondre à sa situation. Parce que le bas de la distribution sociale survit parce qu'elle n'est pas impactée par le numérique et non pas parce que le numérique la rend plus productive. Donc on voit que le numérique ici ne rend pas plus productif
ou marginalement seulement, encore que ce soit un débat, il y a des économistes qui feraient un diagnostic différent, mais en tout cas ne profitent pas comme le travailleur à la chaîne dans les années 80 des nouvelles technologies, parce que stricto sensu, si son emploi survit, c'est moins parce qu'elle le rend plus productif que parce que ça ne le permet pas, il est protégé en quelque sorte de cette numérisation. Bon, je ferme un peu ce premier grand volet pour dire que si on adopte cette grille routine non routinier, on voit que la menace vient de partout et qu'on n'est jamais à l'abri d'une numérisation, on n'est jamais à l'abri que ce soit des traders de haute volée qui vont être remplacés par des logiciels haute fréquence, que ce soit pour des employés de banques qui avaient l'habitude de faire un travail qui s'était un peu bureaucratisé et qui sont brutalement numérisés. On voit que c'est de partout que la menace jaillit et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a un consensus de droite et de gauche pour trouver des formules qui couvrent un peu les gens en situation d'incertitude, bien davantage que simplement le vieux débat, faut-il augmenter l'efficacité de l'assistanat vers les non qualifiés. On voit que c'est un débat dont l'assise est augmentée, je dirais, à proportion de la menace que le numérique fait peser sur un nombre plus grand de personnes dans la société. Donc, voilà le point où on en est. Alors, il faut donc penser une nouvelle sécurité sociale professionnelle pour aborder les questions que cette incertitude nouvelle qui pèse sur le travail sont en train de provoquer. Avant de parler, à proprement parler du revenu de base, je veux dire qu'en ce qui me concerne, le revenu de base est un ajout très important au dispositif que nous avons en place dans une société comme la France, et je vais donc plaider évidemment en sa faveur dans quelques minutes, mais je crois, et c'est peut-être la distinction entre Tobin et Friedman, si je puisse modestement refaire ce parallèle, je crois qu'il faut absolument être au clair que ce mécanisme ne devrait pas, en tout cas à mon avis, être pensé comme une alternative au dispositif qui existe déjà. C'est pas pour solde de tout compte, on vous donne 700 € et allez vous promener, mais évidemment c'est un mécanisme qui s'ajoute à ceux qui existent déjà. C'est un mécanisme qui assure un plancher au dispositif qui existent pour aider les plus démunis ou les personnes en situation de difficulté. Et je crois que ça ne doit pas du tout nous dispenser de la manière que de réfléchir à la façon dont le cœur des dispositifs actuels fonctionne. Donc je reste personnellement très attaché à ce qu'on réfléchisse aux politiques actives du genre de celles qui sont menées dans les pays scandinaves pour former, requalifier, aider les chômeurs qui peinent à retrouver un emploi, et c'est certainement pas une allocation monétaire qui se substituera aux efforts qu'il faut faire pour leur donner une qualification ou les aider à être requalifiés. Je suis également très attaché aussi à ce que la démocratie sociale au sein des entreprises puisse s'épanouir pour qu'au sein des entreprises, un certain nombre d'ajustements soient faits et qui soient respectueux du destin professionnel des personnes. Et donc, en aucune façon, dans mon esprit, ce mécanisme de revenu universel ne doit se substituer aux mécanismes existants qui eux-mêmes ont très significativement besoin d'être améliorés. Mais l'idée d'un socle de droits transférables qui soit lié à l'individu plutôt qu'à l'emploi, une idée qu'on peut retrouver par exemple chez Alain Supiot, qui avait proposé ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'il avait appelé les DTS, les droits de tirage sociaux, idée qu'on retrouve aujourd'hui dans le CPA, le compte personnel d'activité, qui fait partie des dispositifs qui sont en train d'être votés aujourd'hui avec la loi emploi. Je pense que ce sont des mécanismes qui ont également leur place. Quoi qu'on pense de la démocratie sociale nécessaire et indispensable dans les entreprises, on ne peut pas ne pas voir aussi que la tendance du capitalisme contemporain est, dans une certaine mesure, mais dans une mesure certaine aussi, de créer des entreprises sans usines et des usines sans travailleurs, c'est-à-dire d'avoir une tendance croissante à l'externalisation. On parle parfois d'ubérisation des tâches, même si je crois que c'est un phénomène qui reste minoritaire et qui a vocation à rester minoritaire. Je rejoins ici les analyses de Philippe Askienazi qui nous appelle à ne pas céder à l'idéologie de l'ubérisation. Il y a indiscutablement une trace de ce processus dans le destin professionnel des gens. Mais encore une fois, il faut garder raison. Je me souviens de débats sur le télétravail il y a plusieurs années où on voyait le télétravail comme l'avenir du travail. Je lisais un article récemment qui disait qu'il y a plus de gens qui travaillent sur le télétravail que de gens qui sont à proprement parler en train de télétravailler, parce qu'en réalité ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché pour des raisons qu'on comprend vite. C'est-à-dire que pour travailler, il faut être dans un collectif, il faut être avec des gens. Au fond, les gens ont envie de travailler parce qu'ils ont besoin aussi de la sociabilité que donne le monde du travail. Donc l'idée d'une ubérisation comme avenir du travail, personnellement, je n'y crois absolument pas. Mais c'est une réalité pour
beaucoup de gens, et il faut réfléchir aussi à eux. Donc, je crois que à l'intersection de tout cela, une incertitude nouvelle sur le monde du travail, le besoin de réfléchir à l'individu, on va dire autant qu'à l'emploi et aux conditions de travail eux-mêmes, eh bien, repose de manière un peu neuve et fraîche le besoin d'une réflexion sur ce revenu universel. Alors, ayant dit ça, je vais passer à la question, je crois, malgré tout centrale, qui est la question du chiffrage. Parce que, bon, tous ces jolis principes sont très intéressants, mais enfin, si ça n'atterrit pas dans le domaine des finances publiques, je crois que votre commission ne servira à rien. Elle sera très utile pour les philosophes du XXIe siècle, mais elle ne permettra pas d'avancer. Alors, avant de rentrer strictement à parler dans une proposition que je vais vous faire, qui ne va pas coûter grand-chose, qui va coûter 1 milliard, je vais tout de même revenir en arrière sur ce qui serait pour moi le schéma idéal. Le schéma idéal, ce serait d'aller vers une individualisation des droits, de coupler la réforme souhaitable à une individualisation de l'impôt, à un prélèvement à la source, et qui permettrait en effet de faire advenir le système d'impôt négatif de Friedman. Modulo toutes les réserves que j'ai exercées à l'égard de cette idée, quant à ce que ça signifiait pour les autres droits sociaux. Un schéma idyllique serait celui où chaque mois on sait exactement combien gagnent les gens et on est capable de calculer les droits sociaux que cela déclenche en s'assurant à ce que la personne en question ne gagne jamais moins, disons, de 700 €. Et un mécanisme comme celui-là est possible, mais suppose une réflexion en profondeur sur notre fiscalité, et je crois notamment sur le besoin de l'individualiser, parce que, au fond, ce qui est en jeu dans les réflexions que je viens de mener, c'est moins la question de la justice sociale, même si elle est très importante, que la question du rapport de chacun au travail. Le travail devient plus éphémère, plus difficile, plus précaire, et c'est bien cette complémentarité à créer entre le système de protection sociale et le rapport au travail qui est indispensable, et donc l'individualisation est la bonne façon de rentrer dans ce débat. Une personne qui serait exclue du travail mais qui ne bénéficierait d'aucune aide parce que son mari ou sa femme gagne beaucoup d'argent, eh bien, je crois subirait une injustice par rapport à la manière de l'accompagner dans les transitions du marché du travail sans l'obliger à demander à son conjoint les ressources nécessaires. Évidemment, derrière ça, il y a aussi une réflexion en profondeur sur l'égalité homme-femme et sur l'asymétrie et l'apostrophe asymétrie que notre système crée par rapport à toutes ces questions. Donc voilà le schéma idéal, et j'aimerais qu'on puisse le chiffrer d'abord tout simplement. Et donc première réclamation que je fais à cette commission, c'est de permettre à nos chercheurs de disposer des données qui leur permettent de faire ce travail d'évaluation du coût de telle réforme par rapport à telle autre, en ne s'interdisant aucun a priori. Donc vous savez que la loi numérique va nous permettre, chercheurs, en théorie, de bénéficier des données de la CNAF, qui sont les seules qui permettent de faire un travail empirique précis sur les bas revenus en France. On attend les décrets d'application pour pouvoir engager ce travail, mais il y a quand même urgence. On aimerait pouvoir disposer de ce travail numérique, précis, numérique, enfin pas au sens de la révolution numérique, mais chiffré, précis, on va dire au plus tard en janvier ou en février de l'année prochaine. Donc ça suppose que les décrets d'application et qu'aucun obstacle ne nous interdise d'avoir ces données le plus vite possible. Il faut quand même 3 ou 4 mois pour faire tourner nos ordinateurs et faire marcher ce dispositif. Mais plutôt que de reporter une évaluation d'une remise à plat de l'ensemble de la fiscalité française qui n'est manifestement pas à l'ordre du jour aujourd'hui, qu'il a été un peu à l'occasion des travaux de Thomas Piketty, mais qui, je crois, là pour le coup, prendrait un peu tout le monde de court, je vais simplement vous proposer donc ma formule à 1 milliard, qui est une élaboration sur une proposition qui a été faite par des chercheurs de l'école d'économie de Paris, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir et l'honneur de publier dans un opuscule du CEPREMAP. Je suis aussi directeur d'un centre qui s'appelle le CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications, que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne, et qui est une proposition de réforme, alors à la fois simple dans certaines dimensions, mais radicale dans celle que je vais exposer, de l'aide personnelle au logement. Et ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement une fusion du RSA et de l'APL. Incidemment, pour tous ceux d'entre vous, je pense que ça va être la majorité des gens dans cette salle qui ont lu le rapport Sirug, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, sauf celle-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas abordée. Or, je pense que c'est le plus intéressant. Donc, je vais vous dire brièvement ce que dit ce travail de ces chercheurs qui s'appelle exactement. Il y a 18 milliards d'APL. Voilà. Et on est d'accord. Les chercheurs, pour que vous puissiez les auditionner, le cas échéant, sont Antoine Bozio, Gabriel Fac et Julien Grenet, donc 3 chercheurs
de l'école d'économie de Paris et qui sont associés, Antoine en est le directeur, à ce qu'on appelle l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui est un organisme qui est dans l'orbite, on va dire, de l'école d'économie de Paris. Donc, leur point de départ est très simple. Le premier, c'est que l'APL, vous venez de le dire, coûte très cher, environ 18 milliards. Et ce qu'il montre, je crois, de manière qui est pour moi scientifiquement établie, c'est que cette APL a des effets inflationnistes considérables. On a vu beaucoup de reportages à la télévision avec des caméras cachées qui montrent que chaque fois qu'une logeuse ou un logeur essaye de convaincre un étudiant de payer 500 €, il lui dit immédiatement que ça ne lui coûtera que 200 ou 300 puisque l'APL couvrira la moitié. Enfin, tout se passe vraiment comme si les logeurs avaient intégré l'APL et que le coût qu'ils proposaient, c'était APL plus quelque chose. Voilà. Et la preuve, si je puis dire, la plus simple. Alors, on a fait cette présentation, il y avait des représentants des HLM qui étaient très énervés contre cette proposition, et je comprends ce qu'ils disent. Les cas d'HLM, c'est 20% des situations d'APL, pas plus, mais c'est important. Et donc, dans ce que je dis, il faudra l'accompagner d'une réflexion en profondeur sur la manière dont les HLM sont financés. Mais dans 80% des cas, c'est une autre manière de démontrer les effets inflationnistes de cette mesure, l'APL est en réalité forfaitaire. C'est-à-dire qu'elle doit aider à loger. En réalité, dans 80% des cas, c'est une somme qui est au plafond et qui est donnée de manière forfaitaire aux personnes. Donc, de facto, l'APL fonctionne comme une prestation forfaitaire à ceux qui sont éligibles à ce mécanisme. Et non plus une façon, en effet, d'aider les gens à payer une part de leur loyer. Ce n'est pas une part, c'est X milliers d'euros par an, et le reste, c'est à la charge des personnes. Et donc, beaucoup de choses sont proposées dans cette étude, mais celle qui nous occupe, qui fait partie de l'une des 5 propositions, mais que j'ai extirpée pour vous parce que je pense que c'est la plus intéressante et la plus prometteuse, c'est tout simplement de fusionner le RSA et l'APL. Dans la proposition qu'ils ont faite pour rester sur terre, ils ont exclu du champ de cette mesure ceux qui ne sont pas éligibles au RSA aujourd'hui, donc ils n'entrent pas dans le débat de savoir si ça doit couvrir les moins de 25 ans. C'est une disposition, je vous dirais, un ordre de grandeur du chiffrage additionnel que ça représenterait, mais ça, dans le cas actuel des choses, ça n'est pas fait. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter des problèmes financiers à une situation qui pour l'instant n'est pas réglée. Ils donc reprennent le cadre actuel du RSA. Il soustrait des ressources de l'APL, celles qui concernent les jeunes de 18 à 25 ans, puisqu'ils ne vont pas faire partie de notre nouveau dispositif. On ne va pas réfléchir dans l'exercice que je vous propose à leur donner un revenu de substitution. On suppose que l'APL est conservée malgré tout cet art dans la forme actuelle pour les 18-25 ans. Et on exclut aussi les personnes âgées de plus de 65 ans dans la mesure où elles bénéficient déjà d'un minimum vieillesse et que donc elles ne vont pas être couvertes dans le champ de ce que je propose et qu'elles sont inactives. Donc c'est une mesure qui va de 25 à 65 ans pour aller vite et où les ressources RSA et APL pour cette population-là sont maintenues identiques. Il y a dans la première proposition que je vous propose 0 coût additionnel, simplement redistribué directement sous la forme d'une dotation forfaitaire plus un impôt au premier euro gagné. L'impôt au premier euro gagné dans la simulation que je vous propose, c'est 32%. Donc au premier euro gagné, vous payez 32%, c'est un peu inférieur au RSA puisque vous êtes à 38%. Et en cumulant les deux, vous avez un revenu de 624 €. Donc cette formule signifie qu'on est capable aujourd'hui de donner à une personne seule 624 € moins 32% du revenu qu'il aura gagné. Donc son revenu total, ça sera 624 € plus 68% du revenu qu'il gagne jusqu'à un plancher, un plafond qui serait de 1 950 € si vous faites 624 divisé par 32, divisé par 0,32. Cette mesure ne coûte rien. Comme ça. Problème, et c'est ça qui va coûter 1 milliard, c'est que le RSA tel qu'il fonctionne suppose les critères d'éligibilité, je ne remets pas en question, mais comme vous savez, provoque une asymétrie entre 2 personnes seules et un couple. Il y a 450 000 couples parmi les 2,6 millions de bénéficiaires du RSA, qui touchent 50% de moins que ce qu'ils vaudraient. Si vous mettez simplement à niveau, et c'est aussi une des conclusions du rapport Sirug, il le propose également,
qu'un couple gagne simplement 2 fois ce que gagne une personne seule, plus éventuellement, évidemment, 30%, sans rien changer, là pour le coup, par enfant additionnel, eh bien ça coûterait 1 milliard de plus. Donc la mesure que je vous propose, c'est 624 € par tête, moins 32% du revenu qui serait taxé, une personne une fois, 2 personnes 2 fois, et on garde les dispositions plus 30% par enfant, enfin tous les mécanismes du RSA actuel. Ça coûte 1 milliard, 1,1. Moi, je pense que ça vaut le coup, c'est faisable. Ça mérite en tout cas d'être creusé, parce qu'il y a toujours le diable dans les détails, mais la première proposition est à budget constant, on ne change rien. Si vous voulez faire, autre proposition du rapport Sirug, que cette mesure couvre les 18-25 ans, il faut rajouter les 18-25 ans qui seraient éligibles à ce dispositif, et ça coûterait environ 4 milliards de plus. Donc pour 5 milliards, on a quelque chose, je crois, qui se rapproche beaucoup de ce qu'on veut. Et c'est pas 500 milliards, c'est 5 milliards. Mais moi je propose que vous alliez doucement et que vous proposiez, si vous me permettez, simplement à 0 budget, ou peut-être, en intégrant les conclusions du rapport Sirug, à 1 milliard, d'aligner les couples et les personnes seules, d'avoir ce dispositif. J'ajoute que ce que je viens de dire, les 624 €, c'est pour les gens qui vivent en zone 3, c'est-à-dire les gens où le loyer est le plus faible. Parce qu'une des propositions de ce rapport, c'est de dire ce qui resterait de l'APL, c'est que le revenu qu'on offre serait différencié selon les lieux de résidence. Ils ont 3 zones, 3, 2, 1, 1 la plus chère, 3 la moins chère. Donc là, ce serait en fait le minimum auquel auraient droit les gens seuls qui vivraient dans des régions où le prix du loyer est plus faible. Il y aurait une prime additionnelle pour les régions où le loyer est plus fort, pour garder l'esprit de l'APL, qui est tout de même aussi d'indexer le revenu que l'on donne aux conditions d'habitation, ce qui reste, je crois, une dimension tout à fait fondamentale de ce dispositif. Donc ce sera en réalité 624 plus. Alors, il faut regarder dans le détail, il y aura sûrement quelques perdants, quelques gagnants dans cette histoire. Il faut peut-être ajouter 1 milliard pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perdants, mais je crois que là, on est sur une base solide et intéressante. Voilà. Alors, en quoi cette proposition diffère dans la formule individualisée que je viens de suggérer du revenu universel tel que je l'ai défini dans ces grands principes, eh bien, c'est que les femmes, pour parler comme ça, qui vivent dans un foyer qui ne sont pas éligibles au RSA n'en bénéficieront pas. Il y a environ 2,1 millions de femmes qui vivent dans des foyers où elles ne travaillent pas et qui ne sont pas éligibles au RSA à cause du mari, du conjoint. Il y a évidemment une situation symétrique. Juste pour mémoire, si on voulait les intégrer, ça coûterait pas 200 milliards, ça coûterait 10 à 15 milliards de plus. Donc je propose qu'on n'en parle pas maintenant parce que ça suffirait à tuer cette proposition, mais il faut savoir que l'étape d'après, celle qui pourrait être associée à une réforme en profondeur de la fiscalité et d'une individualisation, qui est un autre débat de société, il n'aura pas lieu pour la campagne de 2017, elle aura peut-être lieu pour la campagne de 2022, il faut savoir que derrière, on a des chiffres qui restent, quoi qu'on dise, très raisonnables. Mais je reviens et je conclus, je pense que cette idée a de nouveau un grand intérêt compte tenu des évolutions de la société. C'est une idée qui, paradoxalement, a des supporters à droite et à gauche pour les raisons que j'ai dites. Et compte tenu des dispositifs qui existent en France, il y a à la fois une manière de les rationaliser et aller dans le sens d'une plus grande justice sociale. Et donc, c'est à ça que je vous invite. Voilà. Alors, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est une démonstration intéressante. Oui. Contribution intéressante, incontestablement, avec un point de départ qui replace, comme nous le souhaitions d'ailleurs, le débat dans un contexte économique auquel on ne peut pas échapper, quoi. Même si, comme vous le dites, il y a beaucoup d'incertitudes, quoi. On est dans le domaine des hypothèses, hein, et il y a controverse forcément. Mais ça mérite effectivement, vous êtes très réaliste, je dirais, dans votre proposition. Oui. Effectivement, on a entendu des propositions très utopistes. Vous êtes très réaliste. C'est un mérite, ça. Bon. Et on va vous relancer. Moi, j'avais une question avant. Tu veux peut-être en Non, non, du tout. Donc, moi, je veux juste une question pour compléter ce que vous dites. Vous dites on fusionne RSA et APL. Il y a des gens qui ont l'APL mais qui n'ont pas le RSA. Oui, tout à
à fait. Donc, On fusionne 10 et 18 milliards d'euros. mais vous distribuez quand même à tout le monde 624. C'est fait. C'est Tous ceux qui sont bénéficiaires de l'APL et du RSA aujourd'hui auraient 624. seraient potentiellement éligibles. Potentiellement éligibles. Individuellement. Alors, individuellement, dans ma formule, à 1 milliard de plus, exactement. Oui. Ça fait combien de personnes, ça? Vous avez chiffré? Écoutez, il y a 2 millions. Il faut savoir que 80% des gens qui sont en RSA sont éligibles à l'APL aussi. Donc il y a 3 millions de RSA, 6 millions d'APL. Donc il y a un public potentiel de 6 millions. Voilà, et qui pour moitié sont les mêmes et qui se retrouveraient dans une case ou l'autre. 6 millions. J'ajoute que ça ne commence qu'à 25 ans. Donc ce sont des gens qui sont en partie dans le travail et qui rapprocher du revenu socle de Sirugue. De Sirugue. Oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Mais bizarrement, Sirugue ne parle pas du tout de ça. Mais vous prenez éventuellement les 18-25 ans. Alors, je rajoute les 18-25 ans, comme il le suggère, parce que les étudiants, les jeunes... La garantie jeune s'impose petit à petit. Voilà, ça fait partie, je crois, du mouvement de l'histoire. Et il est difficile de faire cette fusion en tenant à l'écart, dans certains territoires, les jeunes. On sait aujourd'hui qu'un des obstacles au travail pour les jeunes, c'est la manque de mobilité parce qu'ils ne trouvent pas. Ils n'ont pas les ressources. Oui, puis ils n'ont pas les ressources tout simplement de voyager, d'aller au rendez-vous, de s'habiller, de porter un costard, pour reprendre une formule, et puis de se loger. Donc c'est très important. Mais je pense malgré tout, alors je ne sais pas, c'est vous les politiques si je puis dire, qu'il faut dissocier les deux. Il ne faut pas dire c'est une mesure à 5 milliards. Il faut dire il y a une mesure clé en main, simple, on va dire à 1 milliard. Qui ne changera pas le cadre de l'exercice pour les 18-25 ans. Pour les 18-25 ans, la formule reste la même. Moi, je me méfie de vouloir trop faire et on ne fait rien. À 5 milliards, on ne les a pas. Non, là, je propose d'appliquer, je pense que c'est 1 milliard, ça peut être un petit peu plus pour être sûr, encore une fois, on peut même réfléchir, se faire plaisir et monter à 700 pour que ça soit le même chiffre que la minimum vieillesse, par exemple, des choses comme ça. Mais je serais davantage au risque de faire de la peine aux jeunes d'ici, mais pour que, à peu de ressources, on commence par mettre en œuvre cette fusion et que, quand elle sera faite, on réfléchisse au coût additionnel de passer aux 18-25 ans parce qu'on va découvrir que ça coûte plus d'argent et qu'on est à 5 milliards près dans la France d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on ne soit pas à 1 milliard, on n'est pas à 1 milliard près pour quelque chose de cette ampleur. Mais je ne sais pas, enfin, je dis ça de manière peut-être trop pragmatique. Je crois qu'on peut avancer très vite sur quelque chose qui est utile. J'ajoute, j'ai oublié de le dire, c'est qu'en réalité, le RSA est fait pour rendre non dissuasif le retour à l'emploi, mais comme il n'est pas intégré à la prime pour l'emploi, en réalité, le cumul des deux est dissuasif. Dans les simulations qui sont présentées dans ce travail, il est calculé que pour certaines catégories de personnes, la taxe au retour à l'emploi, elle est de 73% quand je combine RSA et APL. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 100 ne va gagner... Qui trouve un emploi qui lui rapporte 100, ne va en réalité gagner, s'il sort de la zone de bénéfice de ces dispositifs, il ne va gagner que plus 27. On lui donne 100, il gagne plus 27 par rapport à la situation où il ne travaillait pas. C'est-à-dire un taux de fiscalité à 73%. Donc je crois que c'est la pathologie centrale qui se conjugue alors avec cette aspiration. Par contre, je suis très attentif, très sensible au fait que ça soit bien individualisé. Il faut arrêter cette histoire qu'un couple, c'est 1 fois et demie une personne. On pose les problèmes, les bases de l'individualisation ici, et qu'à partir de là, on fasse... Je pense qu'on peut faire ça très vite. Enfin, je vois bien qu'il y a beaucoup de problèmes administratifs derrière tout ça, mais il me semble que c'est un point vraiment sur lequel on peut progresser très rapidement. À charge évidemment de rouvrir le débat. Collègue Delège veut vous poser une question. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour cet exposé très pragmatique. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris ce dont on parle. La fusion du RSA et de l'APL en tant que telle n'améliore pas la situation à la fin du mois. Ce qui améliore la situation à la fin du mois, c'est bien l'individualisation du RSA. Donc ce que vous nous dites à cet instant, c'est que vous proposez de fusionner les deux. Mais l'élément fort de la proposition, c'est bien l'individualisation. Et donc, si j'arrive au bout du raisonnement, toute chose égale par ailleurs, sans remettre en cause l'intérêt de fusionner le RSA et l'APL, la simple individualisation du RSA coûterait 1 milliard. Ouais. Alors, il faut s'entendre sur l'exercice
qu'on réclame. Nous avons fait dans la formule hors individualisation un exercice à budget constant. Donc c'est à peu près arithmétique, c'est même très simple. S'il est à budget constant, ça ne peut pas améliorer globalement la situation des personnes concernées. Donc ça, c'est l'exercice auquel on s'est astreint. Si on faisait à budget constant la fusion des deux, voilà ce qu'elle signifierait. Elle aurait un immense avantage, c'est de rendre clair, simple et unique la fiscalité implicite qui s'applique aux personnes en difficulté qui reprennent un emploi. Encore une fois, dans le dispositif actuel, cette fiscalité peut être expropriatoire, parce que être exproprié en réalité de 73% de son revenu quand on reprend un emploi, je pense que ça n'est pas juste, indépendamment du fait que ça n'est pas très incitatif non plus. Là, on serait dans un mécanisme beaucoup plus simple, transparent et qui se rapprocherait. Et donc, je pense que c'est le socle à budget constant à partir duquel on peut raisonner. J'ai pris en quelque sorte le parti inverse de celui qui avait été aussi ma tentation au départ, de faire des grandes règles de 3, de soustraire, etc. Et quand on fait ça, on se retrouve toujours avec quelques centaines de milliards, quelle que soit la manière dont on s'y prend, et au fond, on est découragé. Donc je fais le chemin exactement inverse, parce que je tiens à ce que ces idées avancent, celui qui consiste à partir d'une solution à zéro coût, donc en effet, par définition, qui n'améliore pas la situation des gens, mais qui la rend plus simple, et je rajoute des pièces. Première pièce, l'individualisation, ça augmente le pouvoir d'achat des personnes concernées d'1 milliard, et, encore une fois, je suis très ouvert sur la manière de jouer ça politiquement. Deuxième étage, les 25, les 18 ans qui sont partis du rapport Sirugue. Oui. On peut le faire d'ailleurs dans un même paquet, de dire voilà vers quoi on tend, et dans un premier temps, on commence par faire ça, et dans les 3 prochaines années, ou dans les 2 prochaines années, au prorata des ressources budgétaires qu'on mobilisera, on ira vers l'extension, mais l'extension qui s'imposera naturellement vers les 18-25 ans. Mais donc oui, et la réponse à votre question, c'est que c'est l'exercice auquel nos chercheurs se sont astreints de faire une réforme qui, dans sa version 0, est à coût inchangé. Donc en effet, elle n'améliore pas globalement la situation des gens. Et c'est ce qui me fait penser qu'il faut quand même regarder dans les détails, parce qu'une formule qui ne change pas le coût, il y a forcément des gagnants et des perdants. Il ne faut pas trop se raconter de choses. C'est pour ça que j'attache tout de suite cette individualisation, parce que là, on a les moyens, en gros, de s'assurer qu'il n'y aura pas trop de perdants. Professeur, c'est une formule qui permet d'ouvrir le débat, votre formule. Sinon, nous sommes devant le mur de la dépense publique, de la protection sociale, de l'État-providence, et nous ne le franchirons pas. Il n'y aura pas débat. Exactement. Je me permets simplement de dire qu'une réforme où il n'y a que des gagnants, j'y crois pas trop. Non. Mais là, il n'y a pas de perdants. Oui, non, mais... Oui, non, mais c'est comme la réforme de la DGF pour les collectivités territoriales. Si on est tous gagnants, mais c'est sûr que c'est et surtout à budget constant, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Mais il n'y a pas de miracle à attendre, à moins d'avoir tout d'un coup un produit... par rapport au rapport Sirugue, qui a quand même sensibilisé l'opinion à l'État-providence, à sa simplification et à sa cohérence, à améliorer par rapport aux interrogations des jeunes, par rapport à la montée presque irrésistible de l'individualisme, il y a là des chiffres qui permettent d'ouvrir le débat sur un système de protection sociale en France qui est quand même, je le répète toujours, un des plus complets du monde, sinon le plus complet du monde. Quand on regarde les chiffres, je raisonne par rapport à ce que tu poses, finalement ça ne change pas grand-chose. Je me dis quand même, 624 par personne en couple, ça fait donc le double. Une APL aujourd'hui, 200, moyenne, 250. c'est un peu plus, 300. 270. Si on a un F3, je parle comme ça de mémoire, c'est à peu près de cet ordre. Donc finalement, un couple est un peu gagnant. Oui, et le single un peu perdant. Et le célibataire un peu perdant. Célibataire un peu perdant. L'individualisation. Mais en général, il n'a pas de 270 ou 300 euros. Non. Il a un peu moins. Il a un peu moins. Il peut perdre. À peu près. Il peut perdre un peu. Nous, dans les calculs, le célibataire qui touche tous les cartons, il peut monter à 720. Donc il y a une perte potentielle pour le célibataire avec ma formule. Oui. Le milliard, c'est l'individualisation forcément. Oui. Que on regarde le célibataire le célibataire va.
Voilà. Non, mais c'est pour ça que moi je voudrais pouvoir disposer d'instruments empiriques qui nous permettent de dire qu'est-ce que ça coûterait de passer à 700, à 650, enfin bon, pouvoir faire très vite. Dès que ça sera dans le logiciel de nos chercheurs, on pourra en temps réel, si vous le souhaitez, vous donner vraiment toutes les informations chiffrées qui correspondent à toutes les variantes qu'on voudra. Pour l'instant, et en attendant le système fiscal idéal. Et en attendant, pour une autre campagne électorale, la révolution fiscale, voilà, qui n'aura pas lieu là cette fois-ci, je le sens pas. On va avoir une audition avec les administrations. Oui. Sur avant, mais enfin. Vous avez mis de la passion, professeur, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais vous convaincre qu'on avait à notre disposition dans la France d'aujourd'hui un mécanisme qui peut véritablement changer les choses, je crois. Surtout la perspective des 18-25 ans. Qui rendra évidemment possible, simple. Ça mérite du pragmatisme et puis on peut effectivement envisager. Parce que même l'expérimentation. Une étape, puis l'expérimentation à laquelle moi je pense, en France, aujourd'hui, elle est peut-être une homéopathie nécessaire. Il y a des territoires chez nous où le chômage, je pense à l'arrondissement de Lens, est à 46% chez les jeunes. On a des territoires à l'espagnol. Dans certaines régions. Ah oui, c'est sûr. Mais il faut avoir une attitude souple. Voilà. Et moi, je suis convaincu, je crois comme vous, que l'idée selon laquelle un revenu d'existence de cette nature dissuaderait les gens de prendre un emploi, je pense que c'est fondamentalement faux. Je pense que c'est exactement le En tout cas, on peut expérimenter. De 32%, enfin, disons, c'est un impôt, il y a quand même raisonnable. Oui, bon. S'il n'y a pas d'autres questions. Lucien R est fier de vous, professeur. C'est très gentil. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. On a été, de cette. Ça fait quand même pas de 3 semaines. Cette ouverture, je pense que ça ponctue bien un certain nombre d'auditions que nous avons eues et qui nous se terminaient toutes par des interrogations sur comment faire. On ne pose plus la question du financement lorsqu'on parle d'1 milliard et plus de 600. Quoi. Oui, bien sûr. Vous allez rendre vos conclusions en septembre. Enfin, début octobre. Début octobre. D'accord. On vous reverra. Très bien. Non, mais parce que c'est surtout mes chercheurs, si je peux dire, qu'il faut revoir. Oui, parce que... mais si vous le voulez bien, si en octobre on n'a toujours pas clarifié la question du degré d'application qui nous permettrait d'avoir ces données, je reviendrai vers vous pour qu'éventuellement vous redonniez un petit coup. On va en parler au service du Premier ministre. On va dire, voilà, nous on a besoin de savoir. Ça permettrait. On ne peut pas avancer, y compris Cyrus, lui aussi. Bien sûr. Il a besoin d'avoir des chiffres. Nous, on a des chercheurs, en réalité, pour tout vous dire, qui ont déjà travaillé sur ces données, qui les ont rendues à la CNAF, données sur lesquelles ils auraient pu travailler, parce que la CNAF leur demandait pour une étude faite pour la CNAF, donc c'était tout à l'honneur de nos chercheurs, ils ont détruit les données après les avoir utilisées. Donc on sait que ces données existent et on sait comment il faudrait les utiliser. Le directeur général de la CNAF, c'est Daniel Lenoir. Oui. Cher. Maintenant, c'est lui. Bon, tu le connais bien. Oh oui. Je pense pas qu'à disposition, il faut hostile. Non. Il ne veut pas prendre de risques juridiques. Oui, non. Ça, c'était remarquable. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous remercie. D'avoir pris le temps, professeur. Merci.